Alors donc oui, aujourd'hui, c'est le thème l'artiste autodidacte. Alors, j'ai envie d'abord de commencer par une question toute bête. C'est quoi le contraire d'artiste autodidacte? Alors Gilles, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas, moi, quelqu'un de autodidacte, quel est Le le contraire, contraire? le contraire. Je sais pas, un prof? Non, moi en fait, vous pouvez répondre aussi par chat. Hein. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme antonyme pour autodidacte? Sachant autodidacte, c'est quelqu'un qui se forme par ses propres moyens. Donc, quelqu'un qui est contraire à autodidacte, on va dire quelqu'un qui fait des études, diplômé peut-être. Voilà. Aline, ce qui marque professionnel, mais oui, mais l'autodidacte peut être professionnel, peut être aussi artiste professionnel. C'est ça en fait, c'est que l'autodidacte peut après déboucher sur un artiste professionnel. Au départ, il est autodidacte, mais après, il peut terminer comme artiste professionnel. Donc, au tout début, on va dire l'autodidacte, c'est vraiment celui qui a besoin de se former et d'apprendre par ses propres moyens, contrairement à l'artiste étudiant qui, lui, en fait, suit une filière et qui reçoit comme ça on va dire, un héritage, qui reçoit des informations par le biais de ses études, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, je voulais commencer par ça, pour savoir, moi, je pense que le contraire, ça serait d'avoir des diplômes, en gros. Mais à ce sujet, on a une petite question. Donc, il y a un petit questionnaire qui arrive juste dans votre bande à droite. C'est ça. Tac. Voilà. Donc, en fait, c'est êtes-vous un artiste autodidacte? Voilà, donc déjà, est-ce que vous, pour votre part, est-ce que vous êtes autodidacte ou pas? Parce que j'imagine que la plupart des gens qui ont besoin justement d'informations sur amini.fr sont des gens qui n'ont pas eu cette formation ou l'information sur différents niveaux. Mais vous pouvez avoir la pratique, évidemment, de l'art, c'est-à-dire être un artiste diplômé d'art. Mais après, qu'est-ce que vous faites avec votre art quand il est fait, quand il est préparé? C'est mon cas. Et ben voilà, il y a on va en parler. Voilà, on va parler de pas mal de choses. Donc on va passer donc à l'étape suivante. Donc ça c'était un petit peu pour remettre. Alors donc c'est vrai que il y a des faiblesses et des atouts d'être autodidacte. Donc on va un petit peu dresser le profil de l'artiste autodidacte. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que ce soir vous avez, on va dire, un mix d'artistes. C'est-à-dire que moi et Gilles, on a vraiment deux profils complètement différents. Moi, à la base, je suis diplômée, j'ai un bac plus 5 au niveau de l'art appliqué. J'ai une licence aussi d'art plastique. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu un bagage très des études d'art. Après, je me suis formée sur d'autres choses. Donc j'ai aussi un petit mix autodidacte suite à mon cursus. Mais Gilles, par exemple, alors moi je suis complètement photographe autodidacte, donc on va encore en parler tout à l'heure, mais bon, je me forme, je m'auto-forme, je regarde un petit peu les informations, des modules voilà, sur lesquels je peux apprendre des choses. Et puis pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien qui je suis. Pour ceux qui me connaissent pas, en fait, moi j'étais cadre dans des grosses entreprises en logistique. Donc moi, ce que j'aime dans la logistique, c'est que vous êtes un profil qui est à 360 degrés. C'est-à-dire que le logisticien dans l'entreprise, il a besoin de tout connaître. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire c'est lui qui va. Alors moi, j'étais dans l'automobile, donc c'est le logisticien qui va commander les véhicules à l'usine. Mais après, vous les commandez, mais en fonction de quoi? Le marketing va vous dire voilà, moi je les veux rouges à pois vert parce que on va faire une promo dans 6 mois. Ensuite, il y a les pièces détachées qui vont dire écoutez, voilà, on a besoin de ci, on a besoin de ça, donc envoyer, donc on va commander tant de voitures. Voilà, le contrôle de gestion pour l'achat à l'usine, enfin différentes choses. Donc on est vraiment autour de tout. Après, à côté, donc toi, tu as eu une passion pour la photo. Exactement, une passion. C'est comme ça en fait qu'il a commencé un petit peu à se former sur cette pratique artistique. Donc c'est bien en fait que ce soir vous ayez deux profils. Comme ça, au moins, on va pouvoir échanger vraiment à 360 degrés avec deux types de profils. Donc, les faiblesses et les atouts d'un autodidacte, son profil. Alors, quels sont les faiblesses et les atouts? Alors, on va dire d'abord, on va commencer par moi par toi. Vas-y. Déjà, donc parce qu'on a des petites feuilles, voilà, pour vous aider un petit peu à trouver des réponses. Donc c'est vrai que déjà c'est travailler par passion, parce que l'autodidacte, même s'il n'a pas été formé, ça veut dire que forcément son attirance son attrait pour une activité va commencer par une passion. J'aime ça, j'aime faire ça, voilà. Donc c'est avant tout un passionné. Un passionné. Ensuite, c'est développer
se débrouiller en fait. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous allez vous débrouiller, rechercher des informations à droite à gauche. Vous êtes aussi volontaire. C'est-à-dire que voilà, l'atout, c'est que on y va. On est autodidacte, on connaît pas tout, mais on a envie d'apprendre, on a envie de se bouger, on est passionné. Donc c'est vrai qu'on a aussi le goût d'apprendre, le goût d'aller au bout de soi-même. C'est vrai que la volonté dans une pratique artistique, c'est vraiment le moteur de tout. Donc quand on n'est pas volontaire, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ensuite, c'est vrai que le fait d'avoir peut-être une autre formation ou des choses qui sont une expérience différente, va vous faire va vous donner la possibilité d'être flexible, de réfléchir peut-être sur une souplesse d'esprit, sur d'être adaptable à différentes autres possibilités, puisque vous connaissez d'autres choses. Donc vous pouvez peut-être adapter votre métier sur la créativité ou sur la façon la façon d'être artiste. Et surtout un regard différent qui permet donc du coup d'avoir une créativité vraiment complètement moi j'appelle ça une créativité un petit peu d'enfant, parce que du coup vous tentez plus de choses. Et donc après c'est vrai qu'on est un peu plus aussi ouvert. On est un peu plus ouvert d'esprit, puisque voilà, on découvre, on a envie d'apprendre. C'est ça, parce que c'est vrai que par exemple, moi je vois par exemple en ayant fait des études d'art, c'est vrai que dans ma classe, dans les anciennes promos que j'avais, il y en avait qui étaient un petit peu rigides au niveau de leurs idées. Ils étaient très tournés vers un mouvement artistique, ils voulaient pas aller voir autre chose. Ils avaient des idées bien campées. Donc c'est vrai que ce type d'artiste, c'est bien, mais moi je pense que l'artiste en fait, en tout cas qui dure, c'est l'artiste vraiment qui s'adapte et qui rebondit. L'autodidacte a cette capacité. L'artiste qui est un petit peu trop, on va dire, cantonné dans un moule, qui aime toujours les mêmes choses, qui travaille toujours les mêmes choses, qui est toujours dans une même fonction de pensée, du coup il risque au bout d'un moment d'être stérile. Il va tourner en rond. Donc voilà, donc l'autodidacte a ces capacités-là, donc des atouts intéressants. Alors, j'étais en train de lire les différents commentaires, parce que vu qu'on n'est que deux, on s'échange un peu le boulot. Donc j'ai vu qu'il y avait Boris qui marquait, et si on prend que des cours du soir, et si on ne prend que des cours du soir, reste-t-on autodidacte? Oui, j'imagine que tu as déjà un métier à côté ou d'autres occupations. Donc c'est dans cette capacité de formation, de se former, d'avoir envie. Parce que pour faire des cours du soir, faut avoir envie quand même. C'est ça. Et peu importe, en fait, l'autodidacte, peu importe la durée, c'est-à-dire que quand on aime quelque chose, au fur et à mesure, on va se former sur plein de petites choses. Et donc qu'on prenne des cours du soir, ou qu'on fasse des stages pendant ses vacances, ou qu'on profite de ses week-ends pour se mettre à fond dans son artistique, c'est se former, dans tous les cas. Donc, c'est prendre le chemin de l'artiste autodidacte. C'est ça. Alors après, j'ai Christiane qui marque, j'ai une formation en art, mais pas pour le reste. Et ouais, on va y venir justement. C'est ça, j'ai exactement le même problème. Voilà. Après, donc Josiane, qui suit des écoles d'État et des cours avec des artistes. Mais voilà, après, c'est le fait d'être formé un minimum donc à l'art. Mais après, c'est vrai que l'art, on ne parle pas que de création, parce que vous avez forcément besoin de gérer des factures, de faire des choses comme ça. Alors, pour l'artiste qui fait que du loisir, c'est-à-dire qui peint vraiment que pour ses phases de loisir, il y a peut-être des fonctions, des options qui vont pas être pour lui intéressantes. Moi, en tout cas, dans mon cas, moi et dans celui de Gilles, c'est que nous, on en fait notre métier. Donc, du coup, on a eu besoin d'avoir d'autres ficelles à notre arc, parce que c'est vrai que juste la création pure ne suffit pas pour vivre de son art. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a des cas particuliers, il y a des gens qui ont des agents, oui, il y a des gens qui ont des agents, il y a des gens qui sont filles d'eux ou fils d'artistes et qui ont déjà un gros carnet d'adresses, donc ils n'ont pas besoin vraiment de tout ce qu'il faut à côté, parce que déjà, ils sont déjà dans une espèce de microcosme qui leur permet vraiment de travailler juste de créer, et après tout se fait autour d'eux. Donc, mais ça, c'est vraiment, on va dire, toute petite portion des artistes. Le gros des artistes se débrouillent vraiment comme des entrepreneurs et apprennent d'autres choses en parallèle de la création.
Alors après, il y avait Michel qui écrivait que les galeries exposaient d'artistes qui ont une formation artistique. Alors, pas forcément, Non, pas non. forcément, mais Alors, voilà, on va. Enfin, après, voilà, j'étais en train de regarder moi, les je vais répondre différentes vite fait choses. là sur. C'est Michel qui a dit ça. Non, alors ça, c'est une idée reçue. Une idée reçue concernant les galeristes qui disent oui, ils ne prennent que des gens qui ont un CV artistique. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, les galeristes, ils fonctionnent au coup de cœur, au feeling, à ce qui va se vendre. Donc, s'ils considèrent que votre art a des chances d'être acheté, il a un coup de cœur pour votre art, il trouve que vous avez une belle patte et une belle, comment dire, un style. À ce moment-là, il va tout mettre en œuvre pour vous prendre dans sa galerie. Ah, après, justement, c'est vrai que l'art, c'est hyper subjectif. Vous pouvez me montrer un tableau, moi je peux l'adorer, Émilie peut le détester, ou vice-versa. Donc il n'y a pas vraiment. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. C'est pas noir ou blanc ou noir. Non, c'est ça. Vous avez des gens qui vont apprécier ce que vous faites, il y a des gens qui vont pas l'aimer, mais sur l'ensemble des galeries ou des gens qui veulent vous exposer, peuvent vous exposer ou votre réseau, il y a forcément des gens qui vont aimer. Donc faut vraiment pas se bloquer sur j'ai 3 galeristes qui m'ont refusé, je pars aussi un quatrième. Bah si, justement, allez-y. Si, parce qu'en fait, l'art, c'est quand même des émotions avant tout. Et c'est vrai, comme dit Gilles, ben moi, je vais avoir des ressentis différents par rapport à lui. Et surtout, ne pas se focaliser sur le cursus. Il y a des artistes qui rentrent en galerie qui n'ont jamais exposé avant et qui n'ont pas été en école d'art. Donc, c'est tout à fait faisable. Là-dessus, moi, si un jour, il y a un artiste qui me dit non, c'est que les galeries utilisent que des artistes qui sont diplômés avec un gros parcours artistique, je dirais ben, je sais pas où tu as vu ça, parce que moi, j'ai fréquenté quand même pas mal de galeries et je vois de tout comme artiste et pas forcément toujours le même profil. Donc voilà. Donc Alors, il y avait autre chose bah, au le niveau. profil, toi, tu n'as pas fait ton profil, si? Donc en fait, moi, mon profil, je vais un petit peu parler des faiblesses de l'artiste autodidacte, parce qu'en fait, à la base, il y a, on va dire, une sorte de remise en question chronique. C'est-à-dire que l'artiste autodidacte, quand il se forme, il a l'impression d'être un petit peu un imposteur parce qu'il se dit oui, alors moi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, j'aime bien sculpter, ma famille me dit que c'est pas mal, mais moi franchement je trouve que pas du tout, je suis pas du tout dans le truc, c'est ma famille donc ils aiment obligatoirement, je suis un imposteur, Oui, donc là-dessus. ça revient sur le manque de légitimité, hein, par exemple, que je vois dans les commentaires. Là. Exactement, exactement. Donc, du coup, ça reste très très longtemps au début. Cette sensation de ne pas être à sa place, ça reste très longtemps, mais je vais vous dire un truc, c'est que même les artistes diplômés ressentent ça, ont l'impression d'être, parce qu'en fait, ils sortent des écoles, ils n'ont jamais été dans le monde professionnel, ben, en tout cas dans le milieu professionnel d'artistes. Donc, du coup, ils vont ressentir eux aussi ce genre de sensation, ces remises en question, ces doutes chroniques. Et donc, ça vient pas que de l'artiste autodidacte. Hein. Toutes les personnes qui se lancent dans une nouvelle activité, de toute façon, voilà, et qui soient jeunes ou moins jeunes, quand on se lance dans quelque chose, on a toujours peur, parce qu'on ne sait pas où on va, ça c'est sûr. Mais Alors, oui, excuse-moi, je rebondis sur ça. C'est vrai que beaucoup de gens qui disent voilà, j'ai pas tout prêt, j'ai pas tout fait, j'ai peur d'y aller. Ouais, le problème, c'est que là, vous avez peur d'y aller et d'envoyer, je sais pas moi, par exemple, une demande à des galeries ou à une exposition, voilà, ou un client. Bah ouais, mais si vous avez peur de le faire, en fait, vous le ferez jamais. Déjà, première chose, et ensuite, ça se trouve, vous allez avoir vous derrière un truc énorme. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre information, mais ça se trouve, le gars en face, il va dire génial, j'adore, je vous expose. Mais si vous le tentez pas, vous n'allez pas chercher ce oui. Il faut écrire, il faut se bouger, il faut pas hésiter. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il faut ne pas faire, c'est que ces doutes, ces questions, cette remise en question chronique, il ne faut pas que ça étouffe votre art. Et c'est ça le problème, c'est que quand on commence à avoir trop de questions, trop de doutes et tout ça, on étouffe petit à petit son activité artistique et finalement on ne se lance pas, on ne fait rien et on reste un petit peu dans l'attente de quelque chose, un petit espoir. Mais le problème, c'est que dans le milieu de l'art, moi, je suis d'avis à un petit peu tenter la chance. Parce que c'est quand on tente sa chance qu'on a des opportunités. Donc, et il ne faut pas attendre que ça soit parfait.
parce que si on attend que c'est parfait, ben on ne fait pas finalement, parce que on a toujours un niveau d'exigence qui est très très élevé. Pourquoi tu me regardes? Parce que Gilles, il a un taux d'exigence très élevé. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à étouffer les actions qu'on aimerait mettre en place. Et ces actions-là, c'est ce qui va un petit peu provoquer la chance, créer des opportunités, faire des rencontres. Et c'est ça, on va dire, le gros point noir de l'artiste autodidacte, c'est que il a vraiment peur voilà, d'y aller, parce qu'il se dit, moi j'ai pas l'héritage, j'ai pas l'école, j'ai pas fait l'école, j'ai pas d'exposition, j'ai pas ça. Est-ce qu'on n'a pas un grand artiste ou des grands artistes qui ont été autodidactes? Évidemment, j'imagine qu'il y en a quand même. Oui, alors après, là, j'ai pas de nom là mais il faudrait regarder un petit peu, parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal d'artistes qui là-dessus se lancent en tant qu'autodidacte. Et puis de toute façon, comme je disais après, le fait d'avoir fait des études ne suffit pas. Il faut toujours être en apprentissage. Donc, même si moi j'ai un bac+5 et que j'ai un master 2 art appliqué, ça ne m'a pas suffi dans la vie active. Je n'avais pas fait de marketing, je n'avais pas fait de management, je n'avais pas fait tout ça, je n'avais pas fait de compta, je n'avais pas fait. Donc, ma formation m'a servi que dans un certain domaine et pas dans d'autres. Donc, du coup, ben, moi, j'en suis devenue à être autodidacte sur certains domaines. Donc, c'est-à-dire le marketing digital. Je me forme je me suis intéressée à la compta, je me suis intéressée à comment gérer une activité, je me suis intéressée à comment on vend, quelles sont les techniques des commerciaux, quelles sont tout ça. Parce que moi aussi, je n'avais j'ai pas énormément d'activités en autodidactie, on va dire. Le ménage, la vaisselle, ça, c'est des activités. Voilà, j'ai pas été formé, c'est un peu dur quand même. Mais bon. Je vois qu'il y a pas mal de gens pareil, donc je me sens pas légitime. Donc voilà, on en a parlé, mais c'est vrai qu'il faut vraiment pas. Enfin, j'ai envie de dire, si vous avez quelque chose qui plaît à quelqu'un, faut pas hésiter, faut y aller. Et puis le fait d'être légitime par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, un artiste, ok, qui a appris des choses, qui a appris des techniques, hein, si vous pouvez les refaire, vous savez les refaire, vous avez aussi votre propre créativité. Bah, j'ai envie de dire, si vous faites quelque chose qui plaît à des gens, faut pas se prendre la tête, hein. Faut y aller, hein. Mais après, je comprends après, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens aussi, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes comment ça s'appelle, en rendez-vous. Et c'est toujours ça, oui, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça, j'arrive pas à le faire. Mais voilà, vous avez aussi des gens à côté de vous qui peuvent vous aider, votre famille, le petit neveu d'un tel qui peut éventuellement vous proposer de faire votre site internet, vous aider sur la compta. Enfin, ouais. Alors là, du coup, je voudrais répondre aussi à une question d'Emmanuel qui dit « Parfois, il y a aussi une espèce de snobisme de la part des autres artistes vis-à-vis des autodidactes. J'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises. » Alors, attention, ça dépend dans quel cadre elle parle aussi, dans quel cadre elle veut dire ça. Mais moi, je vais répondre pas tous les éléments. moi, j'ai pas ressenti un snobisme. En revanche, j'ai ressenti une sorte de... Les artistes se mélangent pas. C'est-à-dire que... En gros, l'artiste est solitaire. Donc, que vous soyez diplômé ou pas, en fait, peu importe. C'est que l'artiste, il n'est pas dans une... Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, qui réussissent et qui préfèrent être dans leur coin et pas se mélanger aux autres. Parce qu'ils ont leur business, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de concurrents, parce qu'ils ne sont pas trop dans cette idée de partage. Donc, moi, c'est plutôt ça que j'ai ressenti. J'ai plutôt ressenti, en fait, une sorte comment dire, des artistes un petit peu bruts, qui n'aiment pas sociabiliser, qui n'aiment pas se retrouver en groupe, qui ont des idées bien tranchées. Après, je pense pas que c'est du snobisme vis-à-vis de diplôme ou pas diplômé, parce qu'un artiste reconnaît quand même quand l'autre a du talent. Et c'est ce talent, en fait, qui fait passer tout, quoi, avant. Donc, que tu sois diplômé ou pas, on s'en fiche un peu. Après, il y a des artistes, alors des générations un peu plus anciennes que nous, qui n'ont pas cette habitude de se retrouver en groupe, qui n'aiment pas discuter avec les autres, et là-dessus, on sent en fait une sorte d'enfermement. Il y a certains artistes qui s'enferment et qui n'aiment pas être dans le partage, être dans l'échange. Donc c'est plus une sorte d'habitude artistique qu'un snobisme.
Moi, je le verrais plutôt comme ça. C'est voilà, ils ont été formés à la vieille école, ils ont des idées un petit peu arrêtées, voilà. Alors après, là, il y a Marie Holly Couleur, pareil, qui dit, voilà, j'avais la sensation de pas être à ma place, mais en même temps, on m'a dit de me faire plaisir, donc maintenant je peins et je vends mes toiles, ou du moins elles plaisent à des personnes. Et j'ai envie de dire, mais c'est ça exactement. Faut pas se prendre la tête, faites-vous plaisir. L'art, comme je disais tout à l'heure, c'est ni blanc ni noir, c'est juste, voilà, une expression de vos émotions. Donc de toute façon, vous allez exprimer votre émotion, après ça va plaire ou pas, mais du moins sur 15 toiles, 20 toiles, il y en a toujours une ou deux qui vont plaire, ou même plus. Émilie, il y a très longtemps, il y a 15 ans, elle a raté une toile qu'elle n'aimait pas du tout, elle l'a donnée à la galerie, elle l'a vendue dans la semaine. Et c'était une toile qu'elle n'aimait, mais pas du tout, qui était ratée pour elle. Je considérais. Qu'elle considérait ratée. Mais voilà, c'est vraiment juste, faites-vous plaisir, faites des choses. Vous prenez pas non plus la tête sur sur le perfectionnisme, c'est perdre du temps. Et en fait, après, je vais rebondir aussi sur ce que dit Guy. On a la sensation de ne pas être à la hauteur pour voir les galeries. Déjà, tout le monde pense ça, hein, c'est-à-dire même le gars qui passe, le comédien qui passe sur scène, il se dit, il y a le public qui m'attend, je vais pas être à la hauteur, tu vois. On est tous un petit peu confrontés à ce genre de remise en question, mais il faut pas trop se poser des questions. Le galeriste, c'est un être humain comme tout le monde. Et puis, il faut toujours envisager que finalement, on rencontre quelqu'un avant tout, et que cette personne, même si elle ne nous prend pas dans sa galerie tout de suite maintenant, le fait d'échanger avec elle, d'être courtois, d'être sympa et tout, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ce galeriste reviendra avec vous ou vous recontactera, il y aura quelque chose qui va se faire. Moi, j'ai toujours apprécié mes entretiens avec mes galeristes, même si c'était des galeristes avec qui je n'ai pas travaillé. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été invitée, je devais passer un entretien avec une galerie, et en fait, la galeriste, très très sympa, franchement super sympa, elle m'offre un café, un peu comme chez le coiffeur, on discute, blablabla, elle me montre mon portfolio, je lui montre mon portfolio, et puis là, au bout d'un moment, elle me dit, bon, écoutez, mademoiselle, je vais être franche avec vous, je vais pas pouvoir vous prendre. Alors, tout d'abord, je vais vous dire pourquoi. Alors, donc du coup, elle me dit c'est cool, et elle me dit ben écoutez, j'aime bien votre petit coup de crayon, votre petit coup de pinceau, mais j'ai un petit problème avec vos aplats. Je les trouve pas beaux. Donc c'était ça. Non, donc voilà, elle était cash. Et elle m'a dit voilà, écoutez, alors moi je me suis pas du tout offusquée, je l'ai pas du tout pris mal. J'ai dit ah non, mais vous avez raison. Alors du coup, est-ce que vous avez une solution pour voir que j'ai des aplats plus beaux? Et elle me dit ben voilà, si vous avez envie de travailler la matière, faites plutôt des choses avec du relief, avec de la matière, que d'essayer de faire des trucs à plat. Si votre aplat est pas super nickel ou bien en tout cas bien appliqué, c'est moche. Enfin, en tout cas, ça ne donne pas l'effet que vous souhaitez. Et du coup, très très sympa. Franchement, ça se passe bien. Elle me dit bon ben voilà, vous avez compris, je vous prends pas et tout. Je dis non mais c'est pas grave. L'échange a été enrichissant et tout. Je pars de la galerie. Elle me recontacte et elle me dit, attends, tenez-vous bien. Elle me dit ah mademoiselle, écoutez, je vous recontacte. Alors voilà. En fait, j'ai eu un petit coup de cœur sur votre Marie-Antoinette parce qu'à l'époque, je faisais les Marie-Antoinette. Elle me dit vous avez un portrait de Marie-Antoinette dans votre portfolio? Je dis oui, j'ai un portrait. Elle me dit est-ce que le tableau est toujours disponible? Je dis ben oui, il est toujours disponible. Elle me dit écoutez, je vais vous l'acheter. Alors je dis ah bon, vous voulez l'acheter? Tu te rappelles, hein, c'était une de tes premières toiles. Ouais. Elle me dit je vais vous l'acheter. Elle me dit mais à titre personnel, c'est juste pour moi. Et alors moi j'étais éclatée de rire parce que je dis mais pourtant l'aplat il est pas super top sur Marie-Antoinette. Elle m'a dit non mais en fait pour ma type de clientèle, vous correspondez pas à type de clientèle que j'ai dans ma galerie. En revanche, moi ça m'a pas empêché d'avoir des coups de cœur sur votre travail. Et donc du coup, je lui ai vendu ma Marie-Antoinette. Donc, voilà, il faut se dire que des fois... C'est votre réseau, en fait. Tous les gens que vous rencontrez dans le train, dans l'avion, à des barbecues, sont des gens qui peuvent vous acheter des toiles, des sculptures, des photos. Voilà. Moi, ce que j'essaye de faire, en fait, chaque fois que... Bon, après, je file un peu trop de cartes de visite, mais le problème, c'est que ça permet justement que les gens se remémorent. Tiens, j'ai rencontré Gilles, il fait ci, il fait ça, c'est plutôt pas mal. Et dans 3 ans, 5 ans, il va venir à un vernissage, il va m'acheter une photo ou pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Le réseau, vous attendez pas à ce que vous rencontriez des gens, et qu'ils vous achètent
3 toiles tout de suite. Non, ça va se faire dans le temps. C'est On ça. a énormément d'amis ou des gens qui sont venus aux différentes expositions ou vernissages qui a attendu 4, 5 ans, 6 ans avant de se dire voilà, je change de maison, j'adore ce que fait Émilie, je vais lui prendre une toile. Mais voilà, ce sont des gens qui ont une réflexion. C'est une réflexion que vous ne faites pas en 15 jours. Voilà. Pour acheter une toile. Donc, du coup, c'était juste pour rebondir, pour dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, le galeriste peut être aussi un potentiel client. C'était le cas pour moi. Et puis surtout, le monde de l'art est petit. Finalement, au bout d'un moment, tout le monde parle entre eux. Hein, les galeristes, ils se connaissent. Hein, maintenant, avec les réseaux sociaux, ils peuvent discuter. Ils peuvent dire si un artiste a un petit peu une réputation un petit peu sulfureuse. Enfin, sulfureuse dans le sens un petit peu rock'n'roll, quoi. Il est un petit peu le mec qui ouvre tout le temps sa bouche. Moi, c'est vrai que j'y vais toujours avec le grand sourire, et même quand j'ai pas, à la suite de l'entretien, j'ai pas de proposition ferme et définitive de la part d'un galeriste, ben je me dis, ce gars-là, peut-être que dans 1 an ou dans 6 ans, ça va être quelqu'un qui va vendre mes tableaux, donc why not. Donc du coup, voilà, ne pas perdre espoir. Je voulais rebondir voilà, sur quelqu'un, alors je ne sais plus qui exactement l'avait noté, parce que je ne vous cache pas que là, on reçoit énormément de questions. On ne peut pas suivre du tout. Donc, on essaye de répondre Heureusement que Perrine répond à Pascal. Voilà. un ensemble de réponses, de questions qui sont à peu près les mêmes et pertinentes par rapport à ce qu'on dit. Voilà, quelqu'un disait, j'ai sauté le pas de devenir artiste il y a peu. Mais voilà, mon corps me disait, me donnait des... Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un moment où vous êtes obligé de dire, écoutez, ça va plus, il faut, voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. À un moment, j'ai pété les plombs, j'ai dit, je ne veux plus travailler, je ne veux plus faire ce métier-là. Et j'ai posé ma démission, ce qui est extrêmement dur parce que vous posez une question de presque survie. Parce que c'est pas aujourd'hui, vous dites pas, je vais devenir artiste ou photographe et je vais gagner 12 milliards. Vous êtes là en train de vous dire, ok, est-ce que j'ai bien pesé le pour et le contre? Mais après, il y a un moment où vous avez envie de faire ce que vous voulez. Il y a un certain âge, j'ai un certain âge maintenant. Il y a un moment aussi où on se pose des vraies questions et on se dit, voilà, je veux plus faire ça. Donc, c'est un gros challenge. On a des questions, enfin, on a envie de faire ce qu'on aime. Oui, et on a une autre expérience. Donc, ça veut dire on n'est plus dans l'obligation de faire des choses qu'on n'aime plus trop, qu'on n'aime pas trop. Mais voilà, mais tout le monde m'a dit, Gilles, j'admire ce que tu as fait. Moi, j'aimerais le faire. Et beaucoup de gens qui étaient avec moi dans les bureaux ont dit, j'aimerais trop faire ce que tu fais parce que moi, mon patron, il me saoule. Et ouais, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas pour différentes raisons. Voilà, parce qu'il faut quand même gagner un minimum pour pouvoir vivre. Ce qui est le truc le plus complexe aujourd'hui. Voilà. Et avant de passer au point numéro 3, il y avait David qui disait oui, les galeristes ne sont rien sans les artistes. Je suis d'accord avec toi, mais après, il faut pas non plus se considérer comme un artiste, comment dire, ça dépend du caractère. Et tu as des artistes un petit peu qui ont la grossesse et qui disent aux galeristes, de toute façon, sans moi, tu n'es rien. Oui, mais sans galeriste, tu ne vends pas non plus. En tout cas, tu n'es pas, comment dire, ton art n'est pas directement confronté à des clients. Donc je pense que, en fait, moi, galeriste-artiste, je vois vraiment comme un duo, mais un peu fusionnel. C'est-à-dire que pour moi, en ce moment, je travaille qu'avec des galeristes avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Et on les a travaillés au corps, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, mais négociations. Ouais, alors il y a eu des négociations, c'est vrai, mais après, ça reste quand même des amis. Là, j'ai une galerie, ça fait presque 10 ans que je suis chez lui. Voilà, quand il a eu des enfants, j'ai envoyé un petit cadeau. On s'appelle souvent pour le jour de l'an, ben on s'appelle. Enfin, bon, on s'appelle déjà régulièrement pour l'art, mais on s'appelle aussi à côté pour notre vie perso. Donc, si on n'apprécie pas la personne, on restera pas longtemps dans cette galerie, ça c'est sûr, hein, parce que c'est quand même vraiment un duo qui fonctionne ensemble, quoi. Donc voilà. Alors pour le point numéro 3, donc qui est, okay. Vas-y. Alors, point numéro 3. Voilà. Donc, comment se forme un artiste autodidacte? Eh bien, en fait, l'artiste autodidacte, il va passer par différentes façons de se former. Alors, donc, en fait, moi, alors aujourd'hui, juste pour vous donner une petite information, je suis en train de travailler sur une formation d'édition de photos sur Lightroom. Donc, j'ai une formation gratuite de à peu près 30 heures. Et en fait, voilà, tous les jours ou tous les 2 jours, j'essaye de me former pour l'édition de mes photos. Alors, je ne parle pas de grands changements comme sur Photoshop pour mettre un cochon sur une lune. Hein.
On n'est pas là-dedans, hein, on est juste sur sur la transformation couleur, ce genre de choses. Mais c'est très, très, très intéressant et on a le temps de le faire. Donc, j'ai envie de dire, autant le faire. Donc voilà, ça va être des formations qui vont être sur Internet. Ça va être aussi de l'expérience que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre activité. Moi, je prends des photos. Quelquefois, j'ai un cadrage de merde, mais quelquefois, je m'améliore, j'essaie de trouver des choses qui correspondent Donc, des expérimentations dans l'atelier. Voilà, d'expérimentation. Dans les livres également. Donc, moi, j'avais acheté un livre là de Joël Verbruge sur comment vendre ses photos. Et oui, parce que comment vendre ses photos en tant que photographe, on n'est plus dans. C'est pas si facile que ça. Alors, je parle pas de comment les vendre, mais c'est par rapport au statut fiscal et social de l'auteur photographe, parce que le photographe, il a différents statuts, comme l'artiste peintre avec différentes petites choses à la Maison des Artistes ou à la GESA. Donc, et après, comment se protéger aussi. Voilà, comment se protéger aussi sur le copyright. Donc après, c'est en fréquentant aussi par exemple des groupes sur Facebook ou s'intéresser à la famille. Cours en ligne, j'ai marqué, et puis les plateformes d'e-learning et les MOOC, ou les MOOC, je sais pas comment vous dites, mais MOOC, qui je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais bon, c'est une sorte de formation en ligne. C'est ça. Donc en fait, l'autodidacte, il se forme avec tout ce qu'il trouve, tout ce qui concerne en fait son envie de développer. Et donc, il va y mettre tous les moyens, en fait, là-dessus. Alors que l'artiste, on va dire diplômé, celui qui est à l'école, en fait, il est un peu comme une noix qu'on gave. Et même s'il n'a pas envie de suivre ce module parce que ça le saoule, il est obligé d'y aller et de se faire gaver le cerveau, blague. Et après, de toute façon, il va tout oublier parce que, comme ça l'intéresse pas, il va pas retenir. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi, je préfère la formule de l'autodidacte. Parce qu'en fait, déjà, il choisit ce qu'il a envie de regarder, d'écouter, de lire. Il choisit par amour, parce qu'il aime ça, et il a envie d'apprendre. Celui qui est à l'école, il subit, quoi. Donc là-dessus, je pense que la meilleure formule, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes autodidactes, on va dire, qui perdurent, ils ont tendance quand même à être très organisés, à se faire des cadres, c'est-à-dire à savoir gérer un petit peu leur vie, à se dire tiens, je vais me faire une formation de telle date à telle date, après j'ai envie de faire peut-être un stage, après donc du coup il y a une sorte on voit qu'ils gèrent quand même pas mal. C'est vrai que l'artiste autodidacte qui papillonne. J'ai vu tout à l'heure que justement il y avait 2-3 personnes qui avaient marqué que la plus grosse faiblesse c'était la perte de temps. Alors après, la perte de temps par rapport à quoi, je ne sais pas, mais justement, on a aussi quelque chose sur le planning et des conseils en gestion du temps. Et c'est vrai que il faut, chacun peut avoir sa méthode pour s'organiser. C'est juste quelque chose à mettre en place. Mais il faut juste que vous sachiez un petit peu ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire et quels sont les créneaux auxquels vous voulez travailler pour l'art, pour la compta, pour autre chose. C'est pas difficile. Mais faut un moral d'acier pour respecter. Il faut trouver des priorités aussi à votre semaine. Se marquer certaines choses pour ne pas les oublier, décharger votre cerveau en utilisant un cahier à côté où vous notez tout ce que vous avez à faire. Faites des petites étapes. C'est vrai que se lancer dans un projet, je sais pas moi, énorme et ne voir que la fin du projet, ça peut faire peur. Alors que si on commence par petites étapes ou par petits pas, finalement c'est beaucoup moins effrayant. Donc dans l'apprentissage de l'autodidacte, il y a l'histoire de se créer un cadre, d'avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. C'est vrai que pour apprendre et s'intéresser à quelque chose, si on n'a pas l'esprit ouvert, si moi j'avais pas l'esprit ouvert au digital marketing, je me serais jamais intéressée au digital marketing. Donc du coup, et actuellement, je suis une formation avec Live Mentor de marketing digital. C'est mieux dans ce sens-là. Il faut avoir aussi des idées précises sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que l'artiste autodidacte, quand il a une idée, il a envie de développer une technique ou quelque chose comme ça, il a déjà une idée. Il a déjà quelque chose en tête, un projet, se dire tiens, j'ai envie de faire un tableau comme ça ou une sculpture comme ça. Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Voilà. Alors j'ai une question de Catherine qui disait on peut ouvrir son entreprise d'artiste en même temps qu'on bosse en CDI à temps plein. Oui, bien sûr, tu peux créer ton statut à la Maison des Artistes et puis travailler à côté. Mais ça c'est ce que font la plupart des autodidactes justement avant de se lancer, ou même qui ne se lancent jamais, mais qui font un petit peu qui font des salons le week-end.
nous, sur les salons là d'artistes du SIAC il y a un mois, il y a beaucoup d'artistes qui sont artistes, mais pas à temps plein. Donc vraiment, c'est histoire aussi de pouvoir vivre avec un minimum de salaire et ce genre de choses. Donc non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire 2, 3 activités. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes salarié et que vous voulez entreprendre d'être artiste, il n'y a aucun souci. Au niveau du statut, je parle. Mhm. Après, il y avait aussi l'histoire de est-ce que je dois faire un apprentissage long ou court? Je suis autodidacte, je me lance dans quelque chose. Est-ce que pour que ça soit comment dire, assimilé, est-ce que ça doit être long ou court la formation? Mais en fait, c'est en fonction de vous. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, au bout de 15 jours, vous avez cerné le problème, vous avez cerné le sujet, que vous voyez vraiment, et ben, du coup, 15 jours vous suffira. Peut-être que chez quelqu'un d'autre, ça demandera peut-être 2 mois. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles établies, peu importe la longueur de votre formation. En tout cas, dès que vous avez commencé à cerner le sujet et que vous êtes un petit peu capable d'en parler, et parce que c'est vrai que l'autodidacte, il aime bien aussi aller au cœur des choses, il aime bien approfondir, il aime bien aussi se renseigner. Donc tout ça, ça va vous aider à mieux potasser le truc. Et puis après, une fois que vous avez vu ça, ben hop, vous passez à autre chose qui va encore vous apporter autre chose. Donc là-dessus, il faut pas se focaliser en disant ouais, mais les étudiants, ils ont fait tant d'années. Oui, ok, moi j'ai fait 5 ans d'années, j'ai 5 années d'études, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que si j'avais eu moins de modules, des choses qui m'intéressaient moins, que j'aurais pu enlever de mon cursus, du coup, peut-être que mon temps à l'école aurait été plus court, parce que du coup, moi, j'avais des modules qui, pour moi, me servaient à rien et qui étaient vraiment pas intéressants dans ce que je voulais faire. Donc là-dessus, vraiment, ne vous focalisez pas sur le temps de votre formation. C'est quand vous avez assimilé les informations que vous êtes prêt. Alors, il y a Pascal qui marque, je viens de m'installer en Espagne et en fait, par rapport, donc nous, on ne connaît pas les statuts en Espagne, tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, un copain à nous voulait créer sa société et ça a l'air très, très, très compliqué. Donc après, voilà, après, on peut créer juste une société normale. Je veux dire, je sais pas comment ça se passe, mais une société, comme une SARL ou une SAS, comme en Là, on France. ne veut pas trop s'avancer parce qu'on ne connaît pas du tout. Mais voilà, mais après, l'idée, c'est juste de créer peut-être une société, sauf s'il y a des choses spécialement en plus, je sais même pas artistes si pour les qui artistes, il y a existent. quelque chose qui existe en Voilà, Espagne. parce que donc voilà. ça dépend vraiment des pays. Ouais. Donc là, il y a énormément de questions. Donc on est encore désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc on parle de salons. Là, vous parlez de salons. Ils sont onéreux, pas onéreux. Ça dépend des salons. Il y a des salons qui sont Alors, quoi penser des galeries web? Ben ça sera un autre sujet, je pense, David, sur un autre webinaire family, parce que je pense que là, pour les galeries, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a Tony que la plupart des galeries web sont des business pour pomper de l'argent d'artistes amateurs. Ouais, ça dépend de quelle galerie on parle, mais après Après, de toute façon, c'est comme dans tout, il y a une sélection à faire. Voilà, une sélection, il y a des choses que vous pouvez vous permettre, il y a des choses que vous pouvez pas vous permettre, donc évitez d'aller sur sur une location entre guillemets de galerie web à 500 balles le mois par exemple, qui est complètement impensable, mais voilà, n'allez pas vers ce genre de choses. Donc après. Donc, pour en revenir au point numéro 3, donc après, est-ce qu'on peut faire défiler parce que là, le temps passe? Oui, le temps passe, donc on va défiler. Tac, next. Donc, l'engagement de l'artiste autodidacte, oui, parce que ça, il faut en parler. Un artiste autodidacte, en fait, quand il se lance dans quelque chose, il y va à fond, en fait, en règle générale, parce que c'est quelque chose qu'il aime. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, le talent de l'artiste autodidacte, en fait, comment il se mesure? On pourrait dire qu'il se mesure par son savoir-être, c'est-à-dire le fait de passer à l'action, d'apprendre plein de choses. Ça va être aussi par son expérience, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il avance dans son apprentissage, il apprend des choses, il va tester des trucs, et du coup, il va expérimenter, il va aussi avoir un parcours qui va lui permettre après de témoigner sur certains trucs. Et puis surtout, pour moi, le talent d'un artiste, ça se mesure aussi à une troisième truc, c'est la motivation. C'est-à-dire que si vous avez du savoir-être, si vous avez de l'expérience et si vous avez de la motivation, tout ça, ça va vous aider, mais un truc de malade, pour avancer. Et ça, que les artistes diplômés ou les artistes autodidactes, ils ont toujours ce trio, en fait, dans leur fort intérieur. Et ça, on va dire, ce trio-là, ça permet aussi
si on le conserve et qu'on le travaille, c'est ce qui va permettre aussi de voir si l'artiste perdure ou pas. Parce que moi, j'ai la sensation que les artistes autodidactes, ou en tout cas qui ont l'esprit autodidacte, réussissent mieux sur du long terme que les artistes étudiants qui sortent des fois avec une tête un petit peu gonflée, un petit peu à la diva, comme je dis, qui se permettent de penser des trucs, de s'imposer. Et ceux-là, en fait, finalement, ils s'adaptent pas, ils sont jamais dans la continuité de l'apprentissage, de l'expérimentation. Ils ont un savoir-être qui est pas toujours sympa. Donc du coup, moi, je me dis, mais je le vois hein, avec mes collègues artistes, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont vraiment cette mindset d'autodidacte et qui continuent de se former, d'apprendre, de s'intéresser. Là-dessus, je crois que c'est le gros point commun qu'ont les artistes qui réussissent en fait. Alors moi j'ai Sylvie qui marque être autodidacte sur un CV, est-ce un problème? Non, j'imagine que non. Voilà, si tu as de l'expérience, si tu as des expositions, tu peux noter tout ce que tu as. Après, si tu as un portfolio qui est vraiment intéressant et qui peut intéresser un ou deux ou trois galeristes ou plus, il n'y a aucun souci. De toute façon, c'est en envoyant différents emails que tu vas avoir des réponses. Et il faut surtout pas lâcher. C'est-à-dire que même si tu envoies deux, trois galeristes qui refusent, il y a toujours, il y a pas que trois galeristes en France ou même dans le monde. Donc faut pas hésiter, faut pas perdre espoir dans tous les cas. Après, pour vendre, il n'y a pas que la formule artiste-galeriste. Ah oui, il peut y avoir aussi la vente directe qui fonctionne très bien. En plus, maintenant, avec cette période de trouble, les gens sont vraiment très, très connectés aux réseaux sociaux et donc il y a une sorte de déclenchement d'achat en ligne, quoi. Donc là-dessus, il y a des artistes. On peut choisir une voie où on se dit, ben voilà, moi je veux faire que du direct, je veux qu'en direct. La galerie, ça me convient pas. Voilà. Donc ça là-dessus, c'est pas, comment dire, chaque artiste choisit aussi ce qui lui correspond et ce qu'il a envie de faire et les collaborations qu'il a envie de mener aussi. Alors Catherine qui écrit, il vaut mieux s'inscrire avant de, pardon. Pour la MDA, il vaut mieux s'inscrire ou attendre la première vente avant de créer son site ou attendre la première vente. En fait, maintenant, vous vous inscrivez directement sur l'URSSAF via la MDA. Il y a le lien directement sur la MDA. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une première vente. De toute façon, c'est vous qui déclarez à la fin au mois d'avril vos revenus donc provenant de la vente de photographies d'artistes, d'œuvres d'art en général. Et ils vous feront après les informations sur les cotisations. Mais il n'y a pas besoin, d'attendre quoi que ce soit. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous êtes volontaire et motivé pour y aller, quoi. Alors après, donc oui, Valérie qui marquait c'est la première facture, mais non, il n'y a plus besoin de s'inscrire avec la première facture. Moi, je me suis inscrit il y a peu de temps en auteur photographe et en fait, ils m'ont rien demandé du tout et je n'ai pas eu de première facture à l'inscription. Donc non, il n'y a aucun souci, inscrivez-vous directement, voilà. Donc oui, Perrine, connexion pourrie en Lozère, on est désolé, on envoie le replay d'ici 24 heures. Oui. Donc voilà, c'est vrai que faites reconnect si vous n'avez pas de suffisamment de connexion. Nous, on est nickel par rapport à notre environnement, mais c'est vrai que voilà, sur Paris ou les grosses agglomérations, ça peut poser problème. Donc voilà. Donc après, il y a Marie Oli Couleur qui disait chaque fois que j'ai vendu, c'est par connaissance. Votre réseau, c'est le réseau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens que vous rencontrez au fur et à mesure, vos amis, les collègues. Au début, au vernissage d'Émilie, c'était mes amis, mes collègues, puisqu'elle n'était pas de la région. Et oui, parce que moi, en fait, je suis de Nîmes à la base et j'ai vécu à Paris tout de suite après mes études. Donc c'est vrai que j'avais pas on va dire le réseau. Tous mes copains étaient à Nîmes ou à Montpellier. Et donc quand j'ai fait mes premiers vernissages à Paris, c'est effectivement les copains de fac de Gilles, c'était ses collègues, ses ex-collègues, sa famille. Moi, ma famille aussi, tout le monde est d'un Nîmes, donc ma famille venait pas à mes vernissages. Donc au début, c'est vraiment le noyau proche qui va permettre vos premiers clients. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez un petit peu vous étendre et tout, votre cercle va s'étendre. Ça c'est sûr. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que vos proches sont aussi très très bons commerciaux, on va dire entre guillemets, pour vous, parce qu'en fait, ils parlent de votre art à d'autres personnes et ça peut faire effet boule de neige
Et du coup, ben, d'autres personnes après vont venir à votre vernissage grâce à ça. Moi, c'est comme ça que j'ai eu des gens après qui venaient que je ne connaissais pas du tout et qui étaient venus par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ah oui, des amis, Voilà. d'amis. Votre médecin, c'est pareil. Votre expert comptable, si vous en avez un. Enfin, là, c'est vrai que il faut pas lésiner. Moi, alors, quand j'ai travaillé, alors petite rigolade, quand donc j'ai travaillé chez Smart pendant 6 mois en stage. Donc Smart, la voiture, hein, d'accord. Donc Daimler Chrysler, la petite voiture. En fait, il y avait un des commerciaux avec qui j'étais en formation qui s'appelait Karim. Il a donné sa carte de visite dans l'avion Nice-Paris à tout l'avion. Il a discuté avec tout le monde et il a filé sa carte de visite à tout le monde. Alors après, on n'accepte pas. Je veux dire, c'est pas le souci. Il y en a qui vont être, bon, il avait beaucoup de bagou, hein, faut le dire quand même. La tchatch, ça aide. Voilà, la tchatch, ça aide un minimum. Mais voilà, donc voilà, on vous demande pas de donner votre carte de visite à tout le monde dans l'avion quand vous prenez l'avion, mais l'idée, c'est voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Lui, il a envoyé plein de cartes de visite. Alors, je dis pas qu'il a eu des ventes, je dis juste que il s'est créé un réseau de personnes qui, au cas où, un jour, peuvent dire à un collègue ou à son médecin, tiens, en fait, je voudrais m'acheter une petite voiture smart, là, ça a l'air sympa. Ah, attends, il y a Karim machin, là, il m'a fait sa carte dans la... Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et il faut pas lésiner parce que il y a des choses de fou qui se passent. Quand vous partez en vacances et que vous rencontrez un ancien copain de fac à 5000 km d'ici, sur une île déserte, vous dites à un moment, ah ouais, heureusement que j'étais gentil avec lui. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui se passent et qui font que ça grossit votre réseau et ça vous permet d'aller plus loin. J'étais clair? Alors bon, alors là, oui, à condition de ne pas perdre la carte de visite d'Ibarbotine. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Donc maintenant, on fait une capture d'écran, on prend la photo de la carte de visite et on la met sur le téléphone. Mais oui, donc le réseau proche est vraiment important. Il faut pas le mettre de côté. Il faut pas se dire ouais, mais c'est ma famille et tout ça. Ils peuvent vraiment nous aider dans l'épanouissement de notre parcours. Donc c'est important de les avoir. Et puis surtout, ils parlent de nous, quoi. Donc ça, c'est génial. Alors après, j'ai David qui marque mon vernissage. Mon premier vernissage devait être le 20 mars, juste après l'annonce du confinement. Est-ce un signe? Non, c'est pas un signe. Oublie. Oui. Oublie, c'est de la faute de personne. Nous, on a notre salon SIAC qui a été annulé aussi. On a fait une journée. Non. Nous, en plus, on s'est déplacé. Et on s'est déplacé. On est allé, et puis le premier jour. On a tout accroché. On a tout accroché. Ouais. Et le lendemain, plus rien, on a tout décroché. Donc, moi, je suis sur le principe que si ça ne se fait pas, c'est que c'était pas le bon moment. Voilà. C'est un signe un peu comme ça, on peut dire, mais que du coup, ça ne t'empêche pas de rebondir. Peut-être que ça te laisse même plus de temps pour pouvoir le préparer à fond. Peut-être fignoler les derniers petits trucs que tu n'avais pas eu le temps de le faire. Peut-être que finalement, nous, ça nous a... Des fois, on a eu des circonstances comme ça, un petit peu... on pensait que c'était malchanceux. Et après, on s'est rendu compte plus tard que le truc qu'on devait faire ensemble avec d'autres personnes, et finalement, après, on a appris que les gens étaient pas très réglo, qu'ils payaient pas, ou que donc du coup, des fois, sur l'instant, ça nous fait râler parce qu'on se dit oh là là, et puis après, on découvre le poteau rose. Après, il y a quelques semaines après. Donc, il faut voir ça comme peut-être une période où tu peux pouvoir approfondir quelque chose pour ce vernissage. Et s'il est reporté, je sais pas, mais s'il est reporté, ça peut être aussi une solution de faire une pièce supplémentaire ou un travail supplémentaire ou un tableau supplémentaire dans ta collection. La Cathy qui marque, j'ai 5 expositions annulées, donc j'imagine qu'il y en a qui ont... En plus, c'était un peu le début des expositions des salons. Emmanuel, oui, la dernière fois, nous en avait parlé aussi, galerie fermée d'étoiles coincée à Londres. Donc oui, nous c'est pareil pour l'art, les galeries sont fermées, donc vous pouvez pas vendre via les galeries. De toute façon, même si les galeries étaient ouvertes, les acheteurs ne se déplacent pas. Donc l'idée c'est quoi? C'est peut-être de faire beaucoup plus de communication sur Internet. Alors après, tout à l'heure j'ai vu une question, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un site Internet? Pas forcément. Si vous commencez avec une page Facebook ou un compte Instagram, mais c'est pareil, vous invitez tout votre réseau. Donc il faut que vous ayez du réseau pour justement l'effet boule de neige. Mais le réseau, du coup, se constitue grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai que dans un premier temps, le site Internet n'est pas le plus important. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation.
Mais c'est vrai qu'après, dans le temps, quand on commence à se professionnaliser et à être un peu plus en avant dans son parcours, c'est vrai qu'un site internet, ça officialise le truc. On peut commencer par une page Instagram, on peut commencer par un compte Facebook et s'en servir comme un portfolio en ligne. Et voilà. Donc ça, c'est tout à fait envisageable au début. Hein, on peut le faire. Donc voilà. Après, alors il y a Stéphanie qui marque 3 ans pour pouvoir réussir à rencontrer les organisateurs d'un salon qui m'intéressait, mais une fois la rencontre faite, une belle marche de franchise. Donc j'ai pas compris, mais à mon avis, ça veut dire 3 ans de galère entre guillemets pour rencontrer des gens qu'on avait envie de rencontrer. Et puis en fait, quand on s'est rencontrés, allez, c'est bon, on y va. Voilà, c'est ce que je comprends. Stéphanie, tu me fais voir si elle répond après. Je sais pas ce que c'est franchise. Après, oui, Michel, Internet, il y a tellement de monde qu'on est noyé dans la masse, mais oui, après, c'est faire aussi. Alors, c'est pas un Américain de Los Angeles qui va vous acheter une toile. Hein. Souvent, comme je disais, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que souvent. Tout est possible. Souvent, voilà, c'est exactement ça, dit Stéphanie. Donc, c'est par rapport à votre réseau. Les premières toiles qu'on été achetées pour Émilie, c'était pas des gens de New York ou du Cap en Afrique, hein, en Afrique du Sud. Hein. C'était des gens du réseau, des collègues, des ex-collègues, des cousins. Donc on n'est pas dans le Internet, c'est bien, ça vous permet de vous faire connaître, ça vous permet d'avoir votre outil de portfolio directement à disposition, mais c'est pas vraiment là où vous allez vendre le plus. D'après nos expériences. Après, il y a des artistes, parce que moi c'est vrai que je suis sur deux plans, c'est-à-dire que je suis en galerie et je suis aussi en vente directe. C'est vrai que les galeries me ramènent plus d'argent que mes ventes directes parce que je ne suis pas dans la communication à outrance sur mes réseaux sociaux. Je ne communique pas tous les jours non plus. Il y a d'autres artistes qui font ça tous les jours, et du coup ils ont effectivement beaucoup plus d'achats en direct. Ils focalisent bien plus les Internet. Donc après, c'est à vous de voir. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, l'important, c'est vraiment quand même de créer une communication autour de votre travail. Si vous restez dans votre coin, dans votre atelier, à attendre que ça vienne, ça viendra pas. Que ça vienne, ça viendra pas. Voilà. Donc il y avait une petite citation que j'aime bien en fait d'Arnaud Rioux. Si vous intéressez à Arnaud Rioux, vous allez sur YouTube, vous allez voir ses vidéos sont géniales. Et il parle du développement personnel, mais il parle pas que de ça, de spiritualité aussi. Et j'aime bien cette citation. Il dit si l'on ne l'a pas appris à l'école, on l'a appris ailleurs. C'est ça, être autodidacte. Voilà. Donc je pense que là il a tout dit. Et du coup, tout ce qu'on apprend à côté, c'est vraiment c'est ça fait partie du profil de l'artiste autodidacte. Voilà. À très bientôt à tous en tout cas.